Allô? Allô? Allô, on vous entend, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ok, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. D'accord. Comme ceux qui sont en ligne, il y a monsieur Ponjaoui, Oui, monsieur Mandé. Oui, Il y a qui encore? Vous êtes deux. Il y a Kwasi Junior. oui, monsieur. D'accord. Donc, vous êtes trois en ligne. Tout le monde voit l'écran partagé? oui. En tout cas, chez moi, c'est bon. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît. Oui? Bon, on attendait comment on appelle, les supports de cours, mais jusque-là, apparemment, ce n'est pas encore disponible. Oui, parce que au niveau du cours qu'on a commencé ensemble la dernière fois, l'administration m'a fait savoir que le cours n'était pas prévu pour vous. C'était plutôt prévu pour les M1. D'accord. Voilà, donc c'est ce qui a fait que on n'a pas continué ce qui est là. C'est seulement que si ça doit être reprogrammé, on va faire une information pour vous, mais c'est prévu pour M1. Bah, bon, moi, je pense que, parce que nous autres, on n'a pas fait M1. Moi, je suis venu directement à M2. Donc, c'est peut-être une doléance. Si il est possible que vous mettez le cours à notre disposition, comme ça, nous, on pourra faire des révisions à partir de là, au cas où il arrivait on ne faisait pas ce cours-là. Je vais voir Parce la que, situation si on peut organiser, même si ce n'est pas un cours de bout en bout, mais même si on peut organiser peut-être un séminaire pour que vous ayez au moins une notion dessus. ça marche. D'accord, donc le module d'aujourd'hui, c'est administration d'une enquête de données mobiles. Ah. Qu'est-ce que vous entendez par enquête de données mobiles? Et pour la fois, tout le monde est, mon ami qui est en présentiel. Bon, moi, je peux prendre la parole? Oui. Bon, enquête mobile, je pense que c'est l'utilisation des outils mobiles pour la collecte des données sur terrain. Ça peut être comment on appelle, des smartphones, des tablettes ou des GPS ou tout autre moyen de collecte de données. Bon. D'accord. Qui d'autre encore peut intervenir? Vous avez mon nom? Dans les Kanga? Non. D'accord. Donc, qui d'autre? Monsieur Djomandé, moi, c'est Djomandé qui a parlé là? Oui, c'est moi qui viens de parler. Ah, ok, d'accord. Monsieur Pokou. Monsieur, bon, comme Demandé vient de le dire, quand on parle de l'administration d'une enquête de données mobiles, oui, c'est la collecte de données. Bon, ce que moi je pense, c'est la collecte de données à travers les smartphones, à partir des applications, bien des formulaires, bien des sites web spécialement développés et adaptés aux données qu'on veut collecter. Mais est-ce que c'est forcément smartphone? C'est ces données mobiles qui ne sont pas ces données à référence spatiale. Bon. Pas forcément. Parce qu'une enquête, ce n'est pas forcément une donnée à référence spatiale. Ce n'est pas précisé dans une donnée mobile. On n'a pas de données attributaires. Je pense qu'on peut collecter des données mobiles à partir des ordinateurs aussi. Hein. Donc, c'est pas forcément que. D'accord. Donc, je vois que tout le monde a au moins une petite idée de ce qu'on appelle données mobiles, qu'est-ce qu'une enquête, et ainsi de suite. Donc, notre programme va s'articuler autour de ces différents points-là. C'est-à-dire, dans un premier temps, nous allons parler de l'objectif. Quel objectif on veut atteindre à travers ce cours-là. En deuxième point, les principes et définitions des notions essentielles même qui rentrent en ligne de compte dans tout ce qui est enquête de données mobiles. Après, nous parlerons des différentes méthodes de collecte des données. Parce qu'il faut reconnaître que quand on dit collecte des données,
on voit ça un peu en termes empiriques. Bon, on va sur le terrain, on collecte des données, mais il y a des méthodes scientifiques un peu plus élaborées qui permettent d'avoir certains résultats qu'on veut atteindre. En quatrième position, nous parlerons de la méthodologie d'une enquête. Quelle est la méthode à mettre en place lorsqu'on veut mener une enquête de terrain? Notamment vous qui êtes en M2, vous êtes amené à faire des travaux de recherche parce que M2, vous êtes au cours du doctorat. Donc, vous êtes des chercheurs, vous êtes amené à faire des travaux de recherche, à faire des travaux de terrain. Et je pense que déjà, pour cette année, est-ce que vous avez déjà fait des terrains? Pas encore. Non, pas encore. On va faire des terrains. D'accord. En 5, nous parlerons des outils numériques de collecte. Et en sixième position, nous allons faire un cas pratique de collecte de données d'administration. Parce que collecter, si tu collectes que tu ne sais pas quoi en faire, finalement tu as collecté pour rien. Mais c'est ce qu'on en fait, l'administration qui suit, qui est le plus important. OK. Donc, comme objectif, il s'agit pour nous de comprendre ce que sont les collectes de données sur mobile, les grandes étapes et composantes, leurs avantages et leurs inconvénients. Savoir mettre en place une collecte de données mobile, c'est-à-dire concevoir une enquête simple, une enquête complexe de A à Z, techniquement, méthodiquement, parce que pour faire une collecte de données, il y a le volet technique qu'en hâtine, on voit, mais avant d'aller sur le terrain, il y a toute une préparation qu'il faut faire. C'est comme vous voulez faire une application web. La dernière fois, on avait commencé le module de développement web. Vous voulez faire une application web, le plus important, ce n'est pas d'imprimer dans le code que vous allez venir taper, mais c'est comment vous structurez l'application, quelle est la base de données qui est derrière, comment c'est structuré, quelles sont les clés primaires, quelles sont les clés secondaires, c'est ce qui permet à la fin d'avoir une application vraiment bien élaborée et de pouvoir intégrer cette base de données-là. Déployer l'enquête sur le terrain, une fois qu'on a fait les préparatifs, on a préparé tout ce qu'il faut pour aller sur le terrain, comment déployer cette enquête-là sur le terrain, comment faire la gestion des données, et comment faire l'analyse des résultats. Donc, voilà un peu en quoi va consister les 20 heures que nous allons passer ensemble sur ce module-là. En ligne, c'est bon? Ouais. Oui, monsieur, c'est bon. OK. Donc, question. Vous allez vous demander qu'est-ce qu'une collecte de données? Vous avez donné des réponses. Mais qu'est-ce qu'une enquête, selon vous? Parce qu'on dit une enquête de collecte de données. On a deux facteurs essentiels ici. Il y a collecte de données d'un côté, et puis il y a enquête. Tout à l'heure, vous avez parlé des données mobiles. Je sais que vous avez une idée de ce qu'est GPS, consort. Mais en termes empiriques même, qu'est-ce qu'on appelle une enquête? Une enquête, c'est une recherche. Et c'est comme une prospection. D'accord, une recherche, une prospection, d'accord. Du coup, l'enquête, par exemple, c'est le processus qui va permettre de savoir où et comment collecter les données. D'accord. La collecte, à proprement dit, ça sera peut-être juste de rassembler les données. Voilà. C'est pas en ligne, vous avez saisi? Bon, on n'entendait pas très bien. D'accord. Selon vous, qu'est-ce qu'une enquête? Qu'est-ce qu'une collecte de données? Ça vous donne une différence les deux ou bien on définit l'enquête? Les deux questions sont posées. Hein? D'accord. Bon, la collecte de données, comme son nom l'indique, hein, c'est le processus qui consiste à récolter les données sur le terrain par rapport à un thème donné. C'est-à-dire un sujet qu'on traite, on va sur le terrain, on recueille les informations, sinon les données qu'on vient traiter pour ressortir les informations qu'on recherche. Maintenant, l'enquête va être à peu près le même processus, mais ça va nécessiter des méthodologies telles que l'échantillonnage, tels que les outils d'enquête, les questionnaires, les fiches qu'on va élaborer, les questionnaires qu'on va élaborer.
C'est-à-dire l'enquête, il y a un travail préliminaire qu'on fait avant de se rendre sur le terrain. C'est-à-dire on prépare notre enquête par rapport à nos thèmes qu'on développe. On élabore des outils. Comme je disais tout à l'heure, on élabore les outils tels que les fiches d'enquête, les questionnaires, tous les canevas qui vont nous permettre de renseigner les données que nous collectons sur le terrain. Maintenant, par la suite, on va analyser ces données-là pour ressortir les informations qu'on recherche. D'accord, je pense que c'est à peu près ça. Comme vous l'avez dit, la collecte des données, c'est l'action qu'on pose pour obtenir ou compléter des informations provenant des diverses sources. C'est-à-dire c'est une action. On va prendre l'information selon les sources. On essaie de stocker ça quelque part. Voilà. Mais l'enquête, comme l'a dit notre ami ici, c'est la recherche méthodique d'information. C'est-à-dire on a une méthode qu'on élabore, ça devient un peu le côté théorique et la collecte devient le côté pratique. Voilà. Donc, ça rejoint un peu tout ce que vous avez dit. Quels sont les types de collecte de données? On a la collecte de données qualitative, on a la collecte de données quantitative. Voyez un peu. En termes de collecte de données qualitatives, c'est quoi? On a l'observation qui se base sur le suivi attentif des faits et pratique des populations sans volonté de les modifier. Parce que c'est l'un des principes de base d'une enquête. Vous partez reporter sans vraiment influencer les réponses qu'on vous donne, mais sans influencer la donnée que vous partez. Vous ne faites que collecter. Et comme on l'a dit, à l'aide d'une procédure appropriée. L'entretien individuel, c'est une conversation orientée vers un but. Vous rencontrez quelqu'un sur le terrain, vous lui posez des questions. L'année passée, j'ai fait une enquête de terrain sur l'orpaillage clandestin. Mais quand vous arrivez dans certains endroits, d'autres personnes sont ouvertes. Mais quand vous allez quelque part, les gens, même à peine s'ils n'ont pas envie de vous chercher un marché, ils se disent que est-ce que c'est pas. On va venir faire une enquête pour aller les dénoncer à la police. Donc, ils deviennent méfiants. Donc, vous voyez que l'enquête de terrain, en termes pratiques, il faut te mettre dans la peau de l'environnement où tu t'en vas. Donc, nous, quand on a compris ça, à un moment donné, quand on partait sur le terrain, on portait les quins, on se prenait moto, c'est-à-dire on se mettait dans la peau d'un orpailleur et que la confiance revienne, que les gens commencent à s'ouvrir à nous, ainsi de suite. Le troisième point, focus groupe, c'est-à-dire groupe construit de manière formelle et structurée, comprendre les idées, croyances, pratiques, comportements, ainsi de suite. Et qualitatif. Les diagnostics socioculturels, l'analyse des facteurs qui influencent une situation donnée, par exemple. En termes quantitatifs, il s'agit de quantifier, mesurer un phénomène grâce à l'utilisation des questionnaires et au traitement statistique des informations collectées. Il faut retenir une chose. L'analyse et le traitement, en réalité, vous faites de la statistique. Vous voyez un peu, vous faites de la statistique. Et c'est pas dans vos modules, est-ce que vous avez un module qui parle un peu de statistiques, descriptives et ainsi de suite? Non, il n'y a pas un. Mais il y a dans vos modules, il y a R. On a fait un séminaire. Vous avez déjà fait, mais je ne sais pas encore fait. On a déjà fait un avancé. Vous avez amorcé déjà. D'accord. Je pense que dans le cours de R, on doit vous parler de tout ce qui est statistique, descriptive, et ainsi de suite. D'accord. Donc voilà un peu les types de collecte de données. Selon vous, selon votre expérience que vous avez eu sur le terrain, je suppose que parmi vous, certains ont déjà fait le terrain un peu, que ce soit personnel, que ce soit dans le cadre des études, vous avez déjà fait une petite enquête de terrain. Quelle est votre expérience au cas où vous avez déjà mené une enquête de terrain? Quelle expérience vous pouvez retenir? Quelle leçon vous pouvez retenir de l'enquête que vous avez menée, de la collecte des données? En ligne. Oui. La question est posée à tout le monde. Hein?
En termes de difficultés rencontrées, Je disais, pouvez-vous me lister des exemples que vous avez réalisés dans vos projets en termes de collecte de données, en termes d'enquête? Est-ce que vous avez déjà participé à une enquête ou une collecte de données? pas vraiment. Personne n'a participé au moins à une enquête ou une collecte de données quelque part? Ou les collectes de données, oui. Maintenant, bon, c'est l'orientation, l'expérience. Est-ce que Ici, n'importe quelle collecte de données ou enquête, quel exemple d'enquête vous pouvez me citer? Moi, je peux dire par exemple que j'ai participé à une enquête de satisfaction. On est allé sur le terrain, on a demandé aux gens, bon, est-ce que vous êtes satisfait de l'action gouvernementale en termes de lutte contre la pauvreté? Chacun a donné son point de vue et puis après, on a fait la compilation d'analyse. oui, moi j'ai participé à la collecte de données. Dans quel domaine? Dans le domaine de l'agriculture, dans la mise en œuvre d'un projet Oui. où on devait cartographier les parcelles et puis représenter les points d'échantillonnage au sein de la parcelle. Voilà. Donc, j'ai eu à diriger l'équipe de collecte de données. Donc, on a fait la formation, ensuite la collecte, le traitement, jusqu'à l'édition de la carte finale. Donc ça, par exemple, c'est une expérience pratique. Je suppose qu'avant d'aller sur le terrain, dans les réunions préparatives, on vous a donné les fiches d'enquête. C'est ça, c'est ça. On a fait des missions, on a d'abord fait des formations d'abord sur la méthodologie à adopter et puis par rapport aux informations qu'on recherchait, on a élaboré des canevas, Oui. des canevas d'enregistrement des différentes données, c'est-à-dire définir les données, leur nature, comme on a dit tout à l'heure, l'aspect quantitatif, l'aspect qualitatif, Oui. et puis vis-à-vis des objectifs même du projet. Donc, on a d'abord fait ce travail préliminaire. Ensuite, on a fait des visites de terrain. Oui. Je peux appeler les prévisites de terrain d'abord, au niveau du choix des sites, parce qu'il fallait choisir des sites par rapport à des critères. Donc, on a fait des visites de terrain pour valider ou invalider les sites qui avaient été proposés pour le projet. Ensuite, les sites qui ont été retenus, on a procédé à la formation des agents qui devaient être en charge de la collecte de données. Donc, ces agents ont été formés. Ensuite, on a mis les moyens, les outils à disposition. Et ils ont été également formés sur ces outils et puis sur la méthode même de collecte de données et tout ça là. C'est à l'issue de ça, bon, ils ont procédé à la collecte. Ensuite, on a fait des visites de contrôle, le suivi et évaluation de la collecte de données, c'est-à-dire on a fait des visites ciblées comme ça sur certains sites où on a assisté les agents dans la collecte de données. Ensuite, nous avons fait les données qui nous sont parvenues, on a commencé à les traiter et après on a fait une seconde mission, une autre mission encore pour le contrôle sur le terrain pour voir si effectivement les données là correspondaient aux réalités du terrain. Bon, c'était tout ça à ramasser et puis à la fin du projet également, on a produit les livrables. Puis après, on a fait le rapport, le compte rendu final du projet au bailleur. D'accord, parce que quand j'écoute, c'est-à-dire vous avez mené un projet même de bout en bout, c'est-à-dire depuis Oui. En fait, j'avais en charge les données géographiques. Donc, de la formation des agents jusqu'à la production, à l'impression des cartes. Jusqu'au l'aspect-là, j'ai eu la chance de suivre ça de bout en bout. Voilà, c'est jusqu'au résultat final, c'est-à-dire le but. Parce que pour faire une enquête, il y a un objectif qu'on veut atteindre. C'est ça. À l'atteinte de l'objectif final, vous avez mené de bout en bout des préparatifs jusqu'à ce qu'on dise, bon, voici le rapport final, on a atteint l'objectif. C'est ça. OK. Donc, comme je disais, comme l'a dit M. Diomandé, voilà, il y a plusieurs types d'enquêtes. Lui il a donné l'exemple des parcelles, dans le domaine agricole, là. Oui, c'était dans la production de maïs. Production de maïs, d'accord. Voilà. On devait améliorer la productivité des parcelles. Donc, il y avait des techniques d'apport d'intrants qu'il fallait expérimenter sur ces parcelles-là. Donc, on avait deux parcelles par exploitation.
une parcelle témoin et puis une parcelle villageoise. C'est-à-dire, on laissait les producteurs pratiquer comment on appelle, leur technique culturelle qu'ils ont l'habitude de faire sur une parcelle. Oui. Et puis, sur une autre parcelle contiguë, on appliquait toute la méthodologie qui avait été élaborée par les chercheurs et ils nous avaient demandé de faire l'expérience sur le terrain. Donc, à la fin, on comparait le résultat à la production de ces deux parcelles-là. Et ça a été l'objet également de comment on appelle, la diffusion d'une nouvelle méthodologie de production de maïs dans le milieu agricole. Donc, on a vulgarisé cette méthode-là. Après, vous êtes allé faire une enquête de satisfaction. C'est ça. Ce que vous avez fait auparavant, là, est-ce que ça correspond réellement aux besoins exprimés, à ce qui est à la première enquête? C'est ça. Voilà. L'objectif était de savoir, parce que c'est vrai que la production des parcelles test avait été nettement supérieure à leurs parcelles. Maintenant, il fallait aussi recueillir leurs impressions par rapport également aux charges liées à cette nouvelle pratique. Donc, c'est vrai que la production augmente, mais est-ce les charges qui sont derrière, est-ce que les producteurs sont prêts à supporter? Donc, bon, comme vous venez de le dire, hein, on a fait toute cette balise d'enquête-là pour recueillir vraiment, pour voir la faisabilité même de cette nouvelle méthodologie de production. Bon, je pense à la fin, on était satisfait, les producteurs ont adopté. Maintenant, actuellement, on est en train de faire la vulgarisation et puis l'accompagnement. D'accord. Ça c'est une étude vraiment complexe. Et dans votre étude, vous avez utilisé quoi? Des questionnaires papier? Bon, on n'a pas, oui. Il y avait d'abord les supports papier, qui avaient été édités, bon, orientés objet. Hein. Donc, on a fait d'abord ces enquêtes sur tous les aspects qu'on recherchait, jusqu'à même au niveau des revenus globaux. Non, le revenu globaux, c'est ça, hein? Les revenus globaux des producteurs, leurs charges familiales, leur apport. Je compte sur le questionnaire. Oui. C'est ça. Donc, l'objectif, c'était de voir un peu le paysan dans son milieu, comment il vit et qu'est-ce que l'amélioration de la production de maïs peut apporter. Alors, comment ça peut améliorer son quotidien? C'était l'enjeu. Donc, les questionnaires allaient dans ce sens-là. Et après, bon. Vous avez fait une enquête nutritionnelle couplée à l'enquête sur les parcelles de production, en fait. C'est un peu ça. C'est-à-dire une enquête post-récolte, comme on le voit ici, ou une enquête nutritionnelle. Tout dernièrement, l'État de Côte d'Ivoire a lancé un vaste programme sur tout ce qui est enquête nutritionnelle pour voir est-ce qu'on se nourrit bien en Côte d'Ivoire et puis ce qu'on mange là, est-ce que c'est bon pour nous? Mais on se rend compte que les gens qui vont avoir un seul plat par jour, c'est compliqué. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle l'extrême pauvreté. Et toute la zone ouest, par exemple, les ressources de la zone ouest, et puis le nord où il y a les djihadistes façon là, tout ça là, le taux d'extrême pauvreté est très élevé. Voilà. Et il y a, c'est quoi, Kafolo, bien quoi là, où ils ont attaqué là. Un peu dans le nord-est là. Kafolo. Tout ça là-bas, quand on fait les Kafolo. C'est Kafolo. C'est rouge. Et puis tout l'ouest. Touba, Man, descendre un peu vers San Pedro, tout est rouge. Et puis un peu vers le sud ici, dans l'Anibi. Quand on a présenté ça au Premier ministre, il était choqué. Il dit, mais lui ne peut pas comprendre que chez lui, on dit l'extrême pauvreté. Voilà ça. C'est l'enquête qui a montré que dans votre zone-là, les gens n'arrivent pas à manger. Si vous avez remarqué, c'est après ça qu'ils ont commencé à faire goudron partout là-bas. Parce qu'on a compris que les gens, quand ils font les champs, ça ne peut pas sortir parce qu'il n'y a pas de route. Donc, vous voyez, les enquêtes, souvent, on les fait comme ça, mais un souci de son. Toutes les décisions, ça permet de décider. Et l'outil qui est le plus répandu actuellement, c'est la cartographie. Tout dernièrement, j'ai fait une carte pour le ministère de la lutte contre la pauvreté sur l'extrême pauvreté. La Banque mondiale a fait un document comme ça.
Moi, j'ai résumé ça en une carte. Mais quand ils ont regardé, rapidement, on dit non, ça là, ici, là, on doit agir. On a fait ça à travers une seule carte. Mais qui s'est basée sur l'enquête qu'on a fait. Donc, c'est un élément vraiment primordial pour toute recherche scientifique, que ce soit dans la vie même quotidienne ou bien les recherches scientifiques que vous allez, parce que vous êtes en M2, vous êtes amené à faire des mémoires. Ceux qui veulent aller en thèse, ils vont en thèse, faire une thèse de 3 ans. Donc, c'est vraiment un élément à maîtriser si on fait de la recherche scientifique. D'accord. Donc, collecte de données mobiles, introduction et principe. Pour ce que vous venez de Oui. Vous m'entendez? je disais, oui, bon, c'est entrecoupé par moment. Oui, non, vous entend bien. Ce que vous venez d'évoquer concernant, d'accord, concernant votre étude sur la pauvreté, c'est ça, hein, Et l'extrême pauvreté. la nutrition, La nutrition, l'extrême pauvreté. l'extrême pauvreté. Bon, d'accord, je ne suis pas en présentiel, mais je souhaiterais que on se rencontre parce que c'est un sujet qui nous intéresse ici. D'accord. Parce que nous, on est on travaille au niveau de l'agriculture, donc on a besoin souvent de ces résultats d'études-là pour pouvoir souvent orienter les activités, les projets qui viennent souvent, les projets d'accompagnement. Effectivement, on a travaillé avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation nationale pour voir un peu est-ce que les enfants, quand ils vont à l'école, qu'est-ce qui fait que le taux d'échec est élevé, par exemple. On se rend compte qu'un enfant peut être reculé, il doit marcher 5 km pour aller à l'école. On se dit, s'il y a une cantine, au lieu qu'il vienne à midi à la maison, réparti à 14 heures, s'il y a une cantine, ça veut dire qu'il reste à l'école et puis il mange. Et on a remarqué que on a fait l'expérience sur 2000 jeunes filles dans le nord, dans les zones du nord là. Et toutes ces jeunes filles-là ont eu de très bonnes moyennes, ont eu leur examen de fin d'année. Donc l'État a décidé que cette année-là, au lieu de 2000, on va faire 5000 jeunes filles. Si ça marche, on va chercher des fonds encore pour. Donc vous voyez que, comme vous l'avez dit, la nutrition, aujourd'hui, c'est devenu un enjeu, pas forcément national, mais mondial. On parle des changements climatiques, mais si on n'arrive plus à cultiver, on se nourrit comment? Ça devient compliqué. Il faut trouver les bonnes méthodes pour régler le problème de nutrition. Je crois qu'il y a 2 mois de cela, il y a eu une rencontre internationale à Abidjan ici, où le président de la République même était là-bas. Et c'était la COP, je ne pense pas, hein? C'était pas la COP. C'était le thème, c'était nutrition. Où le roi des Zanzibar, où la Swaziland est venu là. C'était pas la COP. Ils ont fait ça à l'hôtel du roi, je crois. D'accord, donc c'est bon. Donc, comme je disais, j'aurais besoin de votre contact, je ne sais pas comment on peut se revoir. Il n'y a pas de souci. Après, vous allez, comme dit l'employeur, il va faire la liste de tout le monde avec le mail de contact. Comme ça, on va échanger. Même si on n'est pas assis ensemble ici, mais on peut échanger beaucoup de sujets. Et puis voilà, pouvoir avancer. D'accord, ok, ça marche. Continuons le coup. C'était une parenthèse. D'accord, donc peut-être donner introduction et principe. On dit que la technologie mobile est une avancée majeure dans le domaine de gestion de l'information. Bon, ça, ce n'est plus un secret pour quelqu'un. Aujourd'hui, souvent, je me plais à dire que vous mettez 10 personnes, ils sont assis dans une même salle. Vous allez voir que personne ne pose à son ami. Tout le monde est sur son téléphone. Vous n'avez pas remarqué ça aussi? Les gens sont assis, hein, mais c'est ça. Téléphone. Personne ne vous a dit qu'aujourd'hui, le smartphone est devenu un outil où tu peux te faire des amis que tu n'as jamais vus. Il est maintenant possible de passer en réel ou presque, comme on le dit, c'est-à-dire on est le volet présentiel. La preuve, nous sommes en train aujourd'hui de faire un cours. Je me souviens quand nous, dans le temps, on faisait les cours ici. Si tu veux faire à Korogo, bien faut être à l'étranger, tu te déplaces, tu viens faire le cours. C'est comme ça. Présentiel. Même ceux qui sont en froid trouvaient que non, ça ne les arrange pas, ils venaient faire le cours. D'autres qui étaient au Togo, Centrafrique, Tchad,
venir faire le cours en présentiel. Mais aujourd'hui, vous voyez que vous êtes loin de nous, du pirate, mais on fait le cours. Ça vous dit que les outils technologiques, l'informatique, quand vous faites une semaine que vous n'êtes pas connecté ou bien vous n'êtes pas au fait de ce qui arrive, quand vous revenez, vous voyez qu'il y a de nouvelles choses qui ont été créées, ainsi de suite. Qu'est-ce que la collecte de données mobiles? Comme on l'a dit tout à l'heure, utilisation principalement des smartphones ou des tablettes pour la collecte de données au lieu de formulaires papier. Tout le terme mobile. Comme l'a dit un ami ici, qui a lié le terme mobile au téléphone ou tablette. Voilà, c'est l'idée derrière. Large gamme de solutions en fonction du système d'exploitation, des exigences SMS, format d'export, online, offline, stockage cloud, payant ou non, et ainsi de suite. Voilà, bon, ici, je vous ai montré un peu l'évolution de la technologie depuis la création du premier téléphone mobile en 1983 jusqu'au smartphone, tablette en 2010. On est passé du GSM, du GPS, de la 3G. Aujourd'hui, bon, en Afrique, ici, on parle de 4G, mais chez les Blancs, ils sont pas de 5G. Bon, le temps, quand ils vont passer à la 6G, c'est maintenant qu'on va faire 5G ici. C'est vrai qu'on est toujours derrière eux. Les différentes méthodes de collecte de données. Je voulais m'attarder un peu ici. Vous avez déjà entendu parler de collecte PAPI et CAPI en ligne. Vous avez déjà, vous qui avez fait l'enquête sur les parcelles là, entendu parler des les méthodes PAPI et CAPI? PAPI. Oui. PAPI. Et CAPI. PA. Comme c'est écrit sur PAPI. PAPI. Et CAPI. PAPI. Et la méthode CAPI. C'est deux notions qui sont vraiment, vraiment importantes qu'il faut Non, pas vraiment. maîtriser. Parce que quand vous serez en train de faire la recherche scientifique et qu'il y a des modèles mathématiques que vous devez présenter, et même quand vous faites les études, quand vous allez dans la partie analyse, vous devez faire des analyses approfondies, vous allez voir que dans ces deux méthodes-là, vous allez trouver plein de formules mathématiques. À première vue, vous allez dire, mais ça, c'est quoi ça? On veut collecter des données, on veut mettre des sigma ou bien des intégrales dedans. Mais ce sont ces méthodes-là qui utilisent des organismes internationaux tels que la Banque mondiale, l'UNICEF et autres pour faire les enquêtes. Notamment quand ils font des enquêtes avec l'INS, par exemple, ils utilisent beaucoup l'une de ces deux méthodes-là, qui sont des méthodes vraiment scientifiques pour faire l'analyse, pour donner les résultats escomptés. Donc, ici, nous allons parler de la méthode PAPI et de la méthode CAPI. En termes simples, PAPI fait référence au papier. Et CAPI fait référence aux données numériques, à la numérisation. C'est-à-dire, dans la méthode PAPI, vous avez votre questionnaire que vous avez fait sur papier, vous avez imprimé, et muni de votre questionnaire, vous allez sur le terrain. Quand vous posez une question à telle personne, vous récoltez combien de tonnes de maïs par an? Il va dire telle tonne, vous notez, ainsi de suite. C'est-à-dire, on ne fait que du papier et du présentiel. Alors que dans la méthode CAPI, on tend vers plus tout ce qui est mobile, comme on l'a dit, mais le numérique. En ligne, c'est bon? Oui, mais apparemment, l'écran ne suit pas. Vous ne voyez pas l'écran partagé? Oui, c'est On partagé, voit mais sur ça la a page été créé par... administration, hein. Je suis sur la page module administration. Administration d'une enquête de données mobiles. C'est la seule page qui est affichée. Vous ne voyez pas toujours. Ok, c'est bon maintenant. Vous voyez? Ah, ça va. D'accord. Ah, mais depuis vous ne voyez pas, vous allez vous signaler. Non, pour moi, vous voyez. Non, non, non.
Voilà, donc il disait différentes méthodes de collecte de données, PAPI et CAPI. Les étapes impliquées dans les méthodologies d'enquête PAPI et CAPI sont illustrées à la figure, tout à l'heure la figure qu'on va voir devant. Donc, dans la méthodologie PAPI, le questionnaire est préparé et imprimé sous forme de copie à emporter par l'enquêteur sur le terrain pour recueillir les réponses. Donc, quand vous voyez là, ce n'est que du papier. Vous faites vos formulaires de papier, vous imprimez. Celui qui doit aller sur le terrain, il n'a ni tablette, ni smartphone, il ne va qu'avec le papier. Et puis, c'est comme ça que c'est questionnaire. Moi, j'ai déjà participé quand on faisait l'enquête sur l'orpaillage clandestin, qui était financé par le ministère de l'Environnement et puis ONU Environnement. Mais c'est du papier qu'on nous a donné pour aller sur le terrain. Comme ce n'est pas nous qui administrons, on est allé faire les collègues données, on est venu leur remettre le lot de papier, là, toute une pile de papier, ils vont traiter. Là, vous voyez un peu l'inconvénient que ça pose devant. C'est-à-dire, si vous partez sur le terrain, qu'il y a 500 pages, 1000 pages de documents qu'on vient nous trouver et qu'il faut analyser, vous voyez le boulot qu'il y a derrière. Les enquêteurs sont formés sur le questionnaire pour s'assurer que les validations et autres vérifications logiques ne sont correctes sur le formulaire. Un peu comme ce que M. Diomandé a fait dans son enquête. Avant d'aller sur le terrain, vous avez fait une enquête, vous avez fait des préparatifs. C'est ça. Voilà. Donc, on s'assure que la fiche d'enquête qui s'en va à elle, les enquêteurs, c'est correct, les questions sont bonnes, tout est vraiment correct dessus. Parce qu'une fois que les enquêteurs sont partis, vous n'avez plus le moyen de modifier. À moins que vous ayez le terrain pour barrer, pour dire non, on a écrit telle phrase, c'était pas bon, hein, barrer, vous allez mettre autre chose. Les réponses sont enregistrées sur les copies imprimées. Et les contrôles ultérieurs de la qualité des données par les superviseurs sont effectués en parcourant les formulaires remplis. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, si vous avez sur toute l'étendue du territoire 1000 enquêteurs, avec chacun peut-être 10 copies, ou le nombre de copies que ça fait, et puis on vient déposer tout ça chez le superviseur. Lui, il doit regarder feuille par feuille. C'est pas aujourd'hui qu'il va finir l'enquête. Vous voyez un peu. Une fois les enregistrements numérisés, parce que quand il va vous déposer les fiches chez lui, lui, il va prendre ce que vous avez saisi au pic là. Lui va venir mettre ça en quoi l'informatique dans un formulaire, c'est-à-dire comme s'il vient ressaisir tout ce que vous avez fait sur le terrain. Ça fait encore une double charge. Une fois les enregistrements numérisés, les données sont disponibles pour la vérification des données dans la machine et analyse. Voilà un peu comment la méthode papier fonctionne. Vous avez saisi un peu. Ouais. Voilà, la méthode papier, c'est ça. C'est du papier. Et puis à la fin, papier que tu as fait sur le terrain là, tu viens saisir tout encore. Par contre, dans la méthode CAPI, les questionnaires sont codés sur mobile ou sur tablette. C'est-à-dire, la feuille qu'on prend pour aller sur le terrain dans la méthode papier, là, cette feuille-là est numérisée sur un formulaire dans la tablette à partir d'une application avec une logique de validation automatique intégrée et de conception du formulaire. Les enquêteurs sont formés à l'utilisation du logiciel et non sur le papier. Alors, les enquêteurs, eux, on les forme à l'utilisation du logiciel qui va permettre de saisir sur le terrain. Les enquêteurs collectent des données via le logiciel CAPI et toutes les réponses sont numérisées lors de la phase de collecte de données. C'est-à-dire, tu as la tablette, tu vas sur le terrain, tu saisis en même temps. Dès que tu saisis, c'est validé, ça va dans une base de données quelque part. Généralement, toutes les tablettes sont connectées à un serveur quelque part. C'est comme ça. Donc, en temps réel, c'est centralisé. Et l'avantage, c'est que pendant que tu enregistres, il prend la position GPS en même temps. Ouais, donc,
Avant, les enquêteurs, le gars, il a assis dans son bureau, on lui a donné l'argent pour aller sur le terrain, il remplit les fiches lui-même, et puis il vient dire qu'il est parti sur le terrain. Tu n'as rien pour contrôler. Puis lui, il a rempli la fiche, ça est devant toi. Alors qu'avec une tablette, là où tu te trouves, là, si tu dis que j'ai collecté les données dans Boisseau, on a les coordonnées géographiques du lieu où tu as collecté la donnée. Vous voyez un peu. Après l'entretien, le dossier est envoyé au serveur principal pour consultation et traitement. L'investissement en temps et en ressources par rapport à la collecte de données sur papier. Cela permet également d'économiser sur les frais de transport et la quantité de papier utilisé dans les enquêtes sur papier. Et comme on dit de plus, il permet d'enregistrer les réponses dans un format photo, audio, vidéo, tout ce qu'on veut. Dans la méthode CAPI, vraiment, si vous êtes allé sur le terrain, que vous avez rempli le formulaire, que vous devez joindre au formulaire la photo de celui que vous êtes en train de faire l'interview, prenez la photo est géoréférencée et mettez ça dans le serveur directement. Donc, vous voyez un peu la différence entre ces deux méthodes-là. Donc, selon vous, M. Demandé, et M. Ou, si vous devez aller sur le terrain, quelle méthode choisirez-vous? Ah, évidemment, c'est la méthode CAPI. Parce que vous pensez que c'est la meilleure méthode? En fait, c'est relatif, hein. C'est Voilà. relatif parce que actuellement, on est en train de... Nous, on travaille actuellement avec les deux méthodes combinées au fait. Ça consiste d'abord, l'enquêteur va collecter les données sur la base des fiches. Et ensuite, ces fiches-là, il va les enregistrer ça sur une plateforme qui a été élaborée. Ça, c'est l'une des procédures qu'on utilise. Ensuite, pour certains projets, il y a des outils de collecte de données qui sont élaborés, c'est-à-dire les tablettes, qui viennent avec une application Voilà. où l'enquêteur renseigne directement les informations qu'on aurait dû enregistrer sur le papier sur la tablette. Et une fois il a validé, ces informations-là sont directement capitalisées au niveau du serveur. Et par derrière, maintenant, les gestionnaires récupèrent les différentes tables qui sont générées. Et puis, voilà, fait la mise à disposition pour les différents traitements et autres. D'accord. Donc, bon, disons que à l'évidence, mais moi je pense que tout dépend de l'objectif qu'on se fixe. Voilà. Si c'est une enquête pas trop costaud, c'est une petite enquête, tu n'as pas besoin de prendre des CAPI. C'est ça. Je prends l'exemple on veut savoir le taux de satisfaction des étudiants du CURAT. Bon, c'est une petite entité. Tu fais ton personnel, tu viens, tu interroges. Mais quand c'est une enquête vraiment large et vaste, où les entités sont disparates, sur plusieurs sites, la méthode CAPI est la meilleure. Donc, différence entre PAPI et CAPI. Qui peut dire ça pour moi? Différence entre PAPI et CAPI. PAPI, questionnaire. La première étape de PAPI. Questionnaire and manual preparation. Recruitment of personnel. Training. Non, on va aller étape par étape. On va voir quels sont les éléments qu'ils ont en commun. Okay. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas en commun. Ok, ils ont en commun questionnaire et préparation manuelle. Voilà, c'est-à-dire préparation du questionnaire, mais préparation manuelle du questionnaire. Dans CAPI, la même chose existe aussi, hein? Préparation manuelle du questionnaire. Donc, les deux ont ça en commun. Ça veut dire que pour les deux méthodes, on est obligé de commencer par ça. Pas faire autrement. Après, la suite. Recrutement du personnel. Recrutement du personnel. Les deux méthodes ont ça en commun. Après, c'est la formation, training. C'est la formation. Formation. La formation des enquêteurs. Voilà, on a recruté des gens, il faut les former. Les deux méthodes ont ça en commun. Seulement que la formation ici, l'autre, c'est sur papier, mais l'autre, vous les former sur le logiciel qu'ils vont utiliser sur le terrain. C'est ça. Ensuite,
l'enregistrement des informations. Non, dans papier, on dit printing. Voilà, imprimer le questionnaire. Ouais, on imprime le questionnaire. S'il y a 1000 enquêteurs, vous allez imprimer 1000 questionnaires. C'est ce que ça veut dire. Oui. Par contre, dans CAPI, qu'est-ce qu'on fait? On aura le téléchargement. On télécharge le formulaire sur la tablette ou sur le smartphone. C'est ça. Parce que l'autre, c'est papier. On imprime, on lui remet. Mais l'autre, une fois que tout est bien élaboré, on télécharge le formulaire sur la tablette. Chaque tablette se connecte au formulaire. Oui. Dans le papier, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Fieldwork. Non, c'est pas le fieldwork. C'est-à-dire, on transmet. On transmet le questionnaire. Les différents champs du questionnaire là, sont remplis manuellement. Oui, ça. Mais par contre, dans le CAPI, on saute cette étape-là. Ça n'existe pas. Après, on vient dans fieldwork. C'est le travail sur le terrain. Oui. Le travail sur le terrain, les deux ont ça en commun. Que ce soit en papier, soit en CAPI, les deux ont ça en commun. Après, dans le papier, on passe au superviseur. Oui. Quand vous avez fait le travail, vous devez lui remettre, le superviseur va contrôler ce que vous avez fait. C'est ce qu'est superviseur editing. Mais dans le CAPI, on saute ça. Vous avez déjà travaillé, ça est déjà sur la tablette. Puisque généralement, dans le CAPI, les champs là, en fait, que tu ne te trompes même pas. Si vous demandez à quelqu'un, vous avez combien d'enfants? Vous allez voir que dans la liste de roulante, ça va partir de 1 jusqu'à 20. S'il a 8, tu coches 8. Ouais. Tu ne veux pas te tromper en écrivant 8 là. Donc, c'est uniformisé. Après le superviseur, on passe à quoi? On passe à la transmission des formulaires au chef d'équipe. Ouais. Alors que dans le CAPI, on ne fait plus tout ça. On fait un uploading des formulaires de terrain sur le serveur. C'est-à-dire celui qui a tenu le terrain, il a fini d'enregistrer quelque chose. Et quand il valide, automatiquement le système transfère ça sur le serveur, fait un upload sur le serveur. Donc, le superviseur va regarder, le chef d'équipe va regarder, on n'a plus affaire à tout ça. Après, qu'est-ce qu'on fait? Après, dans le papier, une fois que le chef d'équipe a regardé, il fait quoi? Il va rentrer les données. Pour dire les données. Vous voyez un peu? Dans le CAPI, on ne fait plus tout ça. Puisque tu as déjà uploadé sur le serveur, donc tu ne viens plus rentrer quelque chose, le serveur a déjà récupéré tout ce que tu as déjà fait. Dans le papier, après, on passe à machine editing. Ça veut dire quoi? Que tout ce que vous avez fait là, on va visualiser ça à la machine pour visualiser les saisies que vous avez fait. C'est la même chose dans le CAPI. Une fois que c'est uploadé au serveur, on visualise ce que vous avez fait. Et puis la dernière étape, analyse des données. Donc vous voyez que dans le papier, on a combien d'étapes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 11 étapes. Alors que dans le CAPI, on a 4 ici, on a 8 étapes. Donc, quelque part, on gagne en temps et en efficacité et ça favorise moins d'erreurs. Moins d'erreurs. Ouais, un peu. Donc, ce que moi, je vais vous demander, c'est de faire des recherches un peu approfondies sur la méthode CAPI pour voir un peu les spécificités techniques même du CAPI, notamment dans sa version analyse des données. Parce que n'oubliez pas que le module, c'est administration d'une enquête de données mobiles. Donc, nous, on va se focaliser sur le CAPI. Comment on fait le formulaire? Comment on le met sur les tablettes et smartphones? Comment on le upload au serveur? Comment on l'analyse après? Dans la méthode CAPI, je vous ai dit qu'il y a des méthodes scientifiques. Faites des recherches dessus pour qu'à la prochaine séance, on revienne un peu dessus pour voir. Parce que vous-même, ça va vous aider dans vos recherches scientifiques, notamment au niveau de vos recherches en master, si vous devez faire la thèse, vos recherches en thèse.
OK. Donc, on va passer à l'étape suivante, qui est la méthodologie d'une enquête mobile. Quelle est la méthode qu'on adopte lorsqu'on va faire une enquête de données mobiles? Nos amis, vous voyez toujours, hein? Oui. Voilà. Donc, il disait que l'enquête par questionnaire est un outil méthodologique comportant un ensemble de questions qui s'enchaînent de manière structurée. Voici les 3 questions qu'on se pose. Quoi, pourquoi et comment? Le quoi ramène à quel élément selon vous? Dans notre méthode ici, le quoi, dans ces 3 questions qu'on se pose, le quoi ramène à quel élément? L'entité sur quoi on mène l'enquête? Voilà, ça dit si on peut dire le sujet. Sur quel Le sujet qui a suscité l'enquête. Voilà, ça c'est le quoi. Maintenant, le pourquoi. L'objectif. C'est ce qui justifie notre enquête. Voilà, comme il a dit, Les éléments justificatifs. à atteindre. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Et puis le comment. La méthodologie. C'est la procédure, la méthodologie adoptée pour atteindre nos objectifs. OK. L'enquête par questionnaire consiste à collecter sur le terrain des données auprès d'un échantillon de personnes cibles afin de prendre une décision. On a 4 étapes. Étape 1, préparation d'une enquête. Vous voyez bien, hein, en ligne là. Oui. Voilà. Étape 1, c'est la préparation de l'enquête. Étape 2, la conception du questionnaire. Étape 3, la collecte des réponses, qu'on appelle collecte des données. Et puis l'étape 4, le traitement des données. Donc, vous voyez un peu les 4 étapes qui rentrent en ligne de compte dans une enquête des données. Donc, nous, dans notre cas de données mobiles, hein, nous, on va aller sur le thème de données mobiles. Les 4 étapes qui rentrent en compte dans une enquête de données mobiles. Dans la préparation d'une enquête, on a 2 sous-éléments. Définir les objectifs, comme il a dit, parce que c'est ce qui répond au quoi. Sinon, le pourquoi, c'est ça, non? Oui. Voilà, pourquoi. On définit l'objectif. Dans l'objectif, il y a un élément important à prendre en compte, c'est l'objectif SMART. Qu'est-ce que signifie SMART? Si vous faites une petite recherche dessus, qu'est-ce que signifie SMART? C'est un acronyme anglais. Hein? Vous avez trouvé ce que signifie l'objectif SMART? Dans toute enquête, dans toute étude scientifique, il faut t'assigner soi-même ce qu'on appelle les objectifs SMART. Dans SMART, le S signifie quoi? Système. Signification. Spécifique. Voilà, le S signifie spécifique. Le M. Measurable. Mesurable, comme on le dit en français. Le A. Achievable. Ça veut dire quoi? Atteignable. Atteignable. Le R. Relevant. Ça veut dire quoi? Réalisable. Voilà. Et le T. Timely. Ça veut dire quoi? Si on veut transcrire ça de manière plus simple en français. C'est-à-dire, quand vous fixez un objectif, dans le temps, il faut être sûr que vous pouvez atteindre cet objectif, le mesurer pour atteindre l'objectif
et vous êtes fixé dans le temps imparti. Voilà qu'on dit objectif SMART. Et généralement, les structures, les organismes internationaux mettent beaucoup l'accent sur ça. C'est à partir de là qu'on a commencé à parler de comment on dit ça, le terme qu'on utilise beaucoup plus maintenant là. Ah, ça m'échappe. Oui, ça dit la gestion axée sur le résultat. La gestion axée sur le résultat. Aujourd'hui, avec les dirigeants qui sont là actuellement, vous allez avec un projet, vous posez 2 ou 3 questions seulement. Votre document de 1000 pages là, il ne va même pas lire. Donc, vos 3 questions en relation avec ton objectif, ton résultat, tu vas atteindre, et puis comment tu vas atteindre ces résultats, c'est tout. Si tu as bien calé ça là, c'est maintenant on dit, ok, bon, son document, on peut regarder pour voir ce qui est dedans. Non, on ne regarde même pas. Donc, 1, définir les objectifs. 2, choisir l'échantillon qui répond au quoi. Où est-ce que vous voulez mener votre enquête? Sur quoi vous voulez mener l'enquête? Donc, voilà la première étape, c'est la préparation de l'enquête. Je pense que je me suis demandé, quand vous avez fait pour vous, c'était comme ça? Oui, bien sûr. L'étape 2, c'est la conception du questionnaire. Dans la conception du questionnaire, c'est un peu comme le sous-bassement de la maison, en fait. Si votre questionnaire est mal élaboré, votre enquête de terrain va donner des résultats qui ne sont pas conformes. C'est ce qui est arrivé à l'État de Côte d'Ivoire en 2014 lorsqu'on faisait le RGPH. Le RGPH 2014 a englouti beaucoup de milliards pour donner un faux résultat. Ce qui fait qu'on n'utilise même plus trop ça parce qu'on se dit que les résultats ne sont pas bons. On utilise plus, on attend plus maintenant le RGPH 2021 qui s'est basé sur les méthodes CAPI. Pour tous les enquêteurs avec smartphone, une tablette, tout est géoréférencé. Donc, c'est les résultats du RGPH 2021 là qu'on attend de l'INS, qu'on va prendre maintenant pour faire toutes les études sur la pauvreté, sur la nutrition, tout ce qu'on va faire comme études là. C'est le RGPH 2021 qu'on attend. Parce que celui de 2014 n'a pas été bien fait. Donc, ça on dit 30 milliards cadeaux, c'est pas le résultat qu'il faut, parce que le départ, la méthodologie, l'enquête, la préparation des questionnaires, ils ne sont pas focalisés sur ce que réellement le pays voulait. Donc, ils n'aiment pas qu'on parle de ça. Si on veut parler de ça, là, il y a beaucoup de ministres qui m'ont envoyé. Par exemple, moi, c'est qui était là, il va être Marie Toakes, Kabane, il n'y a rien comme ça. Donc, ils n'aiment pas qu'on parle de ça. Quand je dis pas 2014, non, attendez 2021. Donc, en un, comment structurer le questionnaire? Il faut aller avec des questions simples, faciles, jusqu'aux questions difficiles. Il faut toujours commencer par les questions simples, avant d'arriver aux questions un peu complexes. Si vous commencez par une question complexe, le gars, du coup, il se braque. Il va voir qu'il va plus commencer à répondre à vos questions. Après, il faut regrouper les questions par thème. Tout à l'heure, je demandais, disais que dans les questionnaires, c'était regroupé par thème ou par type. C'est ça? C'est ça. Si on veut parler, par exemple, de l'identité de l'individu qu'on questionne, tout ce qui est lié à son nom, âge, lieu de naissance, tout ça, on regroupe par part. Tout ce qui est lié au travail qu'il fait, on regroupe par part. Tout ce qui est lié à ses enfants, on regroupe par part. Je pense bien, hein? Oui, c'est ça. En deux, le type de questions. On a les questions ouvertes, on a les questions fermées. Les questions fermées, c'est quoi? C'est des questions où on n'a pas, je veux dire, en termes de réponse, il est difficile de se tromper. Par exemple, si tu demandes à quelqu'un quel est son sexe, tu n'as que 2 choix, masculin ou féminin. Tu ne peux pas te tromper. Voilà. Alors que les questions ouvertes, tu allais demander, bon, qu'est-ce que vous pensez de la route qu'on a faite dans votre zone ici? Là, lui, il peut dire, non, la route là, bon, moi, je pense qu'ils ont fait, mais moi, ça ne me dit rien, parce que lui, bon, il n'utilise pas, ça ne dit rien. Alors que quelqu'un d'autre peut dire que, ah non, vraiment, non, c'est bien, l'État a bien travaillé, parce que voilà, aujourd'hui, mes produits là, j'arrive à prendre de la brousse pour emmener en ville. Donc, vous voyez que ça, c'est une question ouverte où chacun donne un peu son avis.
Mais il faut réussir à canaliser ça. Parce que si vous ne canalisez pas, ça va dans tous les sens. Après, pour faire les statistiques, ça sera compliqué. Dans les questions ouvertes, il faut prévoir peut-être des mots-clés, voilà, comme il a dit, des mots-clés pour qu'on se retrouve dedans. Ouais, sinon, si tu tombes sur quelqu'un qui, lui, peut-être, n'aime pas la route, là, il va dire non, la route, là, il est trop penchée, lui, il n'aime pas ça. En 3, formulation du questionnaire. Dans la formulation du questionnaire, on a 2 sous-éléments. Les éléments recommandés et les éléments à éviter. En termes d'éléments recommandés, il faut utiliser un langage et un vocabulaire simple, précis et courant. En général, il faut utiliser une seule opinion. C'est-à-dire, le monsieur, vous lui avez posé une question, vous avez quelqu'un d'autre qui est à côté, vient, comme on dit en Côte d'Ivoire, il vient même plus dynamique à côté, même plus dynamique, les 3 sont en train de parler, puis chacun donne son avis. Non, non. Vous interrogez quelqu'un, c'est sûr que vous focalisez. Et à éviter, il faut éviter d'induire les réponses. Par exemple, vous, par exemple, comme les gens aiment mettre tout dans la politique, celui qui s'est questionné là, lui, il est un gars de pouvoir, et puis l'autre qui s'est questionné, il est un gars de l'opposition. Et puis quand tu lui poses une question, tu sais qu'il va mal répondre, mais tu le pousses à répondre bien. Je ne sais pas si vous voyez, tu veux le guider pour que sa réponse là parte dans le sens que toi tu veux. Là. Voilà, il ne faut pas l'influencer. S'il a insulté quelqu'un, tu prends ça en compte. S'il a dit que ça, il n'est pas content, tu prends ça en compte. La dernière fois, on a fait une enquête sur les simples pauvretés. Vous savez que le gouvernement, depuis 2015, a instauré ce qu'on appelle les filets sociaux pour identifier dans les localités les familles vraiment démunies. On dit vraiment qu'ils sont extrêmement pauvres, ils n'arrivent pas à se nourrir, ils n'ont pas de toit. Et puis chaque mois, l'État leur verse 12 000 francs. Évidemment, c'est dans les villages les moins reculés là. Donc, dans le trimestre, il a 36 000. Quelqu'un est venu dire que non, 36 000 là est petit. 36 000, ça veut faire quoi? Par contre, d'autres disent qu'ils remercient même parce que lui, quand il donne 36 000 là, il s'en prend un sac de riz, il vient déposer, il paie ses petits produits, il vient déposer, ça nourrit sa famille un peu. C'est que lui se débrouille pour gagner là. Il vient s'ajouter à ça. Il se défend, lui, il trouve que ça l'arrange. Vous voyez un peu. Mais pour quelqu'un qui dit, bon, 36 000 là, ça va nous faire quoi? Et puis lui, dans son programme, il dit que 36 000 là, chaque mois, on va lui donner un. Et lui, il ne cherche même pas à quitter dans l'extrême pauvreté. Lui, il veut demeurer dedans pour avoir les 36 000 francs. On dit, mais il y a 5 ans, quand on a vu ta situation d'être trop pauvre, on te donnait l'argent. Mais on voit maintenant, ça va. Donc, on veut t'enlever dans le lot pour mettre quelqu'un d'autre. Il ne veut pas. Il veut que lui, on lui donne toujours les 36 000 francs. Ça devient difficile. On dit qu'il faut éviter les formes négatives et interrogatives. Il faut beaucoup éviter les formes négatives et interrogatives. Il faut laisser le libre choix à celui à qui vous posez la question de donner sa réponse. Sa réponse peut être négative, ça peut être positive. C'est à lui de donner sa réponse. Mais quand on dit par exemple combien d'enfants avez-vous, c'est interrogatif? Oui, c'est interrogatif. Mais dans la réponse, il ne faut pas systématiquement mettre 1, 2, 3, il faut mettre une fourchette. On dit par exemple de 1 à 4 enfants, de 4 à 5 à 6 enfants. Lui, il va y aller, lui, il est dans 1 à 4 enfants. Vous n'avez pas le nombre exact, mais il est dans la fourchette de 1 à 4 enfants. Vous voyez un peu. Donc, vous se dit quoi? Ah, ça va, même si je mets que j'ai 5 enfants, ils vont dire non, que j'ai fait un enfant alors que je n'ai pas l'argent. Donc, lui, quand tu mets une fourchette, lui, il se met dans la fourchette. Il ne te dit pas le nombre exact, mais il est dans la fourchette. Donc, quand on fait les statistiques après, on dit ceux qui ont de 0 à 10 ans, voilà le nombre. De 10 à 15 ans, voici le nombre, ainsi de suite. Mais si on veut prendre pour dire ceux qui ont 1 an, il y a combien? Ceux qui ont 2 ans, il y a combien? Non, on ne s'en sort pas. C'est un peu ça. En 4 présentations et tests, ça veut dire qu'on a fini le formulaire, on le présente pour voir est-ce que tout est programmé dessus. Et puis, il faut le tester. Le conseil, c'est de le tester en environnement réel. Vous avez le questionnaire, va avec un questionnaire
au moins une fois sur le terrain pour remplir, pour voir est-ce que... Parce que toi, tu peux penser que tu as fait le questionnaire au bureau, c'est bien bon, mais quand tu vas sur le terrain, il y a des éléments que tu reçois sur le terrain et peut-être tu n'as pas pensé à ça sur ton questionnaire. Je pense que je comprends de demander. Oui. Voilà. Donc, le questionnaire, quand tu finis, c'est ce que vous avez appelé pré-enquête là. C'est ça. Voilà. Quand tu finis le questionnaire, va faire un test pour voir est-ce que mon questionnaire là c'est bon. Quand tu as fait le premier test, s'il y a des éléments qui ont manqué, là, toi, tu t'en dans une zone où on fait peut-être du cacao. Tu n'as pas imaginé que dans les cultures là-bas, les gens font du manioc. Et puis tu t'en sur le terrain, tu te rends compte que tu as mis que c'est cacao on fait ici, mais on fait manioc aussi. Hein. Ton questionnaire n'a pas tenu compte de ça. Donc quand tu reviens, tu mets à jour ton questionnaire afin de repartir maintenant pour faire ta vraie enquête. Étape 2, la collecte des données ou la collecte des réponses. Administration du questionnaire. Voici la partie qui va beaucoup nous intéresser. Administration du questionnaire. De manière théorique, hein, de manière traditionnelle, on peut faire un questionnaire par voie postale. Hein. Moi, je peux dire, par exemple, monsieur Dumandé, il est dans telle zone, je fais mon questionnaire, je lui poste ça, il n'a qu'à remplir, il va m'envoyer. Comment il l'a rempli? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'en remplissant, il ne s'est pas fait aider de quelqu'un qui l'a influencé pour dire, si tu mets ça, c'est pas bon, il faut mettre telle réponse? Je ne sais pas. Est-ce que postal là, on va dans le papier? Dans le papier? Ouais. Oui, dans le papier. C'est le papier que tu vas poster. Dans le papier. Même dans le face-à-face. Tu peux être, bon, là, dans les deux cas, ouais. Tu peux être face à quelqu'un avec du papier, tu peux être face à quelqu'un avec ta tablette. Par téléphone, moi, je peux appeler quelqu'un. La semaine passée, il y a des gens d'Orange, par exemple, qui m'ont appelé, ils veulent faire une enquête de satisfaction par rapport à une entreprise où j'interviens. Donc, ils veulent savoir tant. Ils m'ont pris au moins près d'une heure en train de me poser des questions. Et puis, je réponds. Donc, par téléphone, on peut faire le questionnaire. Et de manière informatique, par mail, par exemple. Vous envoyer le questionnaire par mail à quelqu'un, ou bien un formulaire par mail à quelqu'un, il n'a pas rempli, il va vous envoyer, vous prenez ça en compte. Il y a plusieurs méthodes. En deux, optimisation du recueil. Il faut vérifier que le contenu a bien été compris par les personnes interrogées. Parce que c'est ça, hein. Vous faites un questionnaire, vous allez interroger des gens, et puis le gars, il ne comprend même pas la question que tu lui poses. Bon. Finalement, à la fin, c'est toi-même qui réponds à sa place. Là, tu veux tellement remplir ton questionnaire que comme il ne comprend pas, toi-même tu le pousses à répondre et puis tu réponds à sa place. Ce n'est pas intéressant. Voilà pourquoi au départ, on a dit qu'il faut faire un langage clair, simple et précis. Bon, ici, le titre, là, je me suis trompé. C'est l'étape 4. C'est l'étape 4, c'est le traitement des données. Voilà. Le titre, je me suis trompé. Donc, c'est l'étape 4, traitement des données. Dans le traitement, on a un, dépouillement et analyse. Il y en a deux, interprétation. Dans le dépouillement, il y a plusieurs tris. Je fais du tri croisé. Tri croisé, c'est quoi? C'est les éléments statistiques, en fait. Tri plat, c'est ce que tu as vu là, c'est ce que tu reportes. Mais tri croisé, tu peux dire, bon, je prends telle colonne, je le match avec telle colonne pour avoir peut-être le lieu de naissance avec l'identité de l'individu. Là, tu fais des éléments croisés, tu fais des statistiques descriptives. Il y a ce qu'on appelle les analyses multivariées. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Non, je suis au cours, vous m'avez à 17h. Donc, ouais, en termes d'analyse, il y en a plusieurs. On verra quand on va commencer les cas pratiques, il y a vraiment plusieurs types d'analyse. Quand on fait du R, logiquement dans R, on vous a dit que R il est à la base statistique. Voilà. Donc, en faisant du R, on doit pouvoir vous expliquer tout ce qui est statistique, les différents types de statistiques. Parce que quand vous allez faire des codes
pour analyser ou traiter des images, en réalité, c'est des statistiques que vous faites. Si on vous dit de faire la moyenne, si on vous dit de faire comment on dit ça, la somme, ainsi de suite, c'est des statistiques que vous faites. Deux, interprétation des résultats. L'interprétation, c'est quoi? C'est l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce qu'après tout ce qu'on a fait là, on a vraiment atteint l'objectif qu'on s'est fixé? Je vous parlais de LGPH 2014. Tout le monde a également aujourd'hui que l'objectif fixé par l'État de Côte d'Ivoire n'a pas été atteint. On s'est dit pour les milliards, on ne peut pas faire ça chaque année. D'accord. Je vais vous donner un petit exercice récapitulatif. Donc, vous n'êtes pas beaucoup ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lister les avantages et les inconvénients que vous voyez à la collecte de données mobile en comparaison avec la collecte papier. Vous voyez le tableau là? Vous allez essayer de lister en termes de collecte mobile. Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? En termes de papier, quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Donc, c'est le petit exercice que vous allez faire. Ça vous permettre de récapituler tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. 15 minutes, c'est bon? Vous pouvez finir ça en 15 minutes. Je demandais, vous avez vu ce qu'il a demandé là? Oui. Voilà. Oui, oui, oui. Donc, faites ça en 15 minutes et puis on va faire le bilan. On va regarder ensemble qui a avantagé et quels sont les inconvénients de chacun, quels sont les avantages de chacun. Début d'arrêter.